Nous sommes dans le nord-est de la Pennsylvanie. En 2003, une vague de cambriolage s'abat sur Black Mountain, qui est située dans le comté de Lucerne. Cette vague de cambriolage n'est pas résolue par la police. Le 25 mars 2003, après avoir quitté son travail vers 2 h du matin, Hélène Smaka rentre chez elle. Elle est à 15 minutes de chez elle. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle se rend compte que 2 hommes l'attendent. Les 2 hommes sont masqués, ils lui volent son sac à main qui contenait 600 $ en cash pour boire qu'elle a eu en travaillant. Elle travaillait dans un bar et ils s'en vont. Elle vérifie sa maison et notamment ses bouteilles d'alcool qui étaient très chères, qui ont elles aussi disparu. Quelques jours plus tard, son sac réapparaît au bar où elle travaille. Les 600 $, vous vous en doutez, ne sont plus dedans. 2 mois plus tard, son cauchemar se répète et cette fois-ci, c'est 900 $ qu'on lui pique. Elle n'est pas très chanceuse puisqu'il y a 1 an de ça, c'était sa voiture qui s'était faite cambrioler et là encore, on lui avait volé de l'argent. Enfin, quand je parle de chance, en réalité, elle est persuadée qu'il s'agit d'un homme qui lui en veut. Elle est très furieuse, elle se rend à la police pour déclarer le vol et elle dit à la police « Je sais qui a fait ça. C'est Hugo Selenski, j'en suis sûre à 1000%. » Hugo Selenski sortait avec Christina, c'était sa meilleure amie de l'époque, c'est comme ça qu'elle le connaissait. Enfin, elle le connaissait aussi puisqu'ils fréquentaient le même lycée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme en question est très connu et pas pour les bonnes raisons. Il n'a pas une très bonne influence, une très bonne réputation. Des fois, il disparaissait pendant des mois et il revenait comme ça. C'était quelqu'un qui ne travaillait pas. Cependant, il savait qu'Hélène travaillait, il savait où elle travaillait, où elle habitait. Il savait surtout qu'elle se faisait pas mal de cash grâce à ses pourboires. Selon Hélène, il a un complice qui s'appelle Paul. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors pour l'instant, je vous parle un peu d'un cambriolage qui a peut-être été résolu, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un tueur en série qui est très effrayant et qui a été arrêté au début pour un simple cambriolage. Oui, je vous spoil direct, l'homme en question, Hugo Selenski, n'est pas un simple cambrioleur, c'est aussi un tueur. Mais on va y revenir, installez-vous confortablement et on commence tout de suite par essayer de savoir qui est cet Hugo Selenski. On ne connaît pas énormément de choses sur son enfance, on sait juste qu'il est né le 1er août 1973 de ses parents Ronald et Ruth, et lorsqu'il était enfant, c'était un enfant qui était un peu à part. Il n'avait pas énormément d'amis jusqu'au collège-lycée où il a réussi à se faire des amis, notamment parce que c'était un peu je vais pas dire le bad boy, mais un peu quand même. Au lycée, il a été élu comme celui qui avait le plus de chances de passer le reste de sa vie en détention. Qu'est-ce que c'est que ces élections? Je suis pas sûre que beaucoup de personnes auraient aimé avoir cet award. Le meilleur du lycée, le beau gosse, la belle gosse, le roi, la reine, le plus sportif, le plus intelligent, pourquoi pas? Mais cette catégorie, personne. Et pour le coup, ils ont un peu visé dans le mille quand même. Lorsque les policiers l'interrogent, il nie son implication dans le cambriolage d'Hélène avec Paul. Paul, de son côté, c'est Paul Weekly. Il a un passé de cambrioleur et un lourd passé de cambrioleur. Les 2 hommes se sont d'ailleurs rencontrés en prison et ils sont restés assez proches à leur sortie de prison, proches au point de vivre ensemble. Weekly logeait chez Selenski avec la copine de Selenski. Les policiers enquêtent sur les 2 hommes. Est-ce que ça pourrait être les cambrioleurs qui sont responsables de toute la vague de cambriolage qui a lieu dans le quartier? Weekly a une situation assez complexe parce qu'il est poursuivi par la justice, mais il va s'en servir aussi pour démontrer son innocence en disant « mais regardez la localisation de mon bracelet électronique que je porte, vous verrez que je n'étais pas chez Hélène ». Sauf que quand les policiers lui posent la question de si il a été chez Hélène pour la cambrioler, il leur répond « allez vous faire ». Ça ne va pas arranger ses affaires de répondre comme ça. Et ce n'est pas tout, puisqu'il leur pose une question très étrange.
Il leur demande s'il y a beaucoup de meurtres non résolus dans le quartier. Les policiers sont assez surpris par cette remarque et on peut les comprendre. Ils ne savent pas trop quoi faire de cette question en information. Donc, ils n'en font pas grand-chose. 7 jours après son interrogatoire, Weekly retourne au poste. Il veut témoigner dans le but de réduire sa peine. Il leur explique que l'un des 2 hommes qui a cambriolé Hélène était bel et bien Hugo Selenski. L'autre homme en question, c'est Patrick Russen. Ce soir-là, les 3 hommes étaient ensemble, ils étaient en train de boire des coups et d'un seul coup, Russen et Selenski veulent sortir. Weekly, de son côté, il n'a pas trop envie et les deux lui disent « Bah écoute, reste là, nous on sort et on revient après ». Alors quand je dis ils veulent sortir, ce n'est pas sortir en boîte, c'est sortir pour essayer d'aller chercher de l'argent, c'est-à-dire voler quelqu'un. Ils s'en vont et quelques temps après, ils reviennent avec de l'argent en cash et des bouteilles d'alcool qui semblent assez chères. Je pense que vous commencez à comprendre chez qui ils se sont rendus. Weekly poursuit en disant « Appelez Hélène, demandez-lui où est son diplôme d'études supérieures. » Bon, ils comprennent pas trop pourquoi il leur dit ça, mais ils s'exécutent. Ils appellent Hélène, ils lui disent « Allô Hélène, où est ton diplôme ?» Elle dit « Bah, chez moi. » « Ouais, bah, cherche-le. » Elle cherche. Dans sa maison, elle le trouve pas. Elle dit au policier, bah c'est bizarre parce que il était là, mais il n'est plus là. Au même moment, Weekly, il sort le diplôme de sa poche. Il dit au policier, bah il est là le diplôme. Et bim, une preuve de plus que les deux là, loulou, ils étaient chez Hélène. Enfin non, c'est une preuve que quelqu'un est allé chez Hélène pour voler l'argent, les bouteilles, mais aussi le diplôme. Ceci dit, ça n'exclut pas le fait que Weekly y était ou non. Il va plus loin en disant aux enquêteurs « Selenski n'est pas seulement un cambrioleur, c'est un tueur et un tueur en série. Il doit être arrêté. » Blanc dans la salle d'interrogatoire. La police est surprise par cette déclaration soudaine et inattendue de Weekly et il poursuit en leur livrant 2 noms. Celui d'un pharmacien, Michael Koski, et de sa petite amie, Tammy Fassett. Michael Koski et Tammy Fassett avaient disparu et leur disparition avait fait beaucoup de bruit. Elle avait fait la une des journaux notamment parce que personne ne savait ce qui leur était arrivé. Michael Koski est un pharmacien, il possède sa propre pharmacie qui s'appelle The Medicine Shop depuis son diplôme en 1999. C'était un père de famille idéal, mari aimant, jusqu'en avril 2001, le 20 très précisément, jour pendant lequel sa pharmacie a été perquisitionnée par la police dans le cadre d'une enquête sur des ordonnances illicites et d'un trafic d'analgésiques. Michael a bien évidemment été arrêté et inculpé, et suite à ça, il a perdu son mariage et son travail. Reconnu coupable en février 2002 pour distribution de stupéfiants, il risquait des années de prison. Il rencontre Tammy Fassett, une serveuse dans une boulangerie. Elle est âgée de 37 ans et très rapidement, elle tombe amoureuse de lui et elle reste avec lui malgré tout ce qui se passe, le procès qu'il est en cours. Et petit à petit, une rumeur grandit, le couple aurait disparu parce que Michael veut échapper à sa sentence. Peut-être qu'il a été s'installer en Amérique du Sud, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il est introuvable. Weekly dit aux enquêteurs, ils n'ont pas disparu, c'est Selenski qui les a tués. Il raconte que le 5 mai 2002, Selenski l'appelle pour lui demander de l'aide pour déplacer des corps qu'il avait enterrés derrière une école. La raison pour laquelle il a besoin de déplacer ces corps, c'est qu'il se dit qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va les découvrir. Et surtout, Patrick Russen, le deuxième homme qui serait allé chez Hélène avec lui, savait que des corps y étaient enterrés. Et Hugo Selenski, il n'avait pas trop confiance en lui. Enfin, il se disait qu'à tout moment, il pouvait très bien le dénoncer à la police. Donc, il demande de l'aide à Weekly pour déterrer les corps et les enterrer dans son jardin. Lorsque Michael et Tammy avaient disparu, les proches des deux avaient été interrogés. La mère de Tammy avait expliqué aux enquêteurs qu'elle était au téléphone avec sa fille. Au moment où elle lui parlait, sa fille voit 2 hommes devant chez elle et elle dit à sa mère « Écoute, je te rappelle plus tard » et elle ne l'a jamais rappelé. C'est tout ce qu'on apprend de la part de la famille de Tammy.
Côté parents de Michael, on en apprend un petit peu plus. Pendant toute la période du procès, Michael s'était rendu chez ses parents avec un homme qu'il a présenté comme étant un grand ami à lui, quelqu'un qui allait l'aider à le sauver, quelqu'un qui allait l'aider avec le procès, avec sa condamnation. Cet homme en question, je vous le donne dans le mille, c'est Hugo Selenski. Les parents de Michael ne se sont pas trop méfiés puisqu'ils se disaient qu'il avait l'air très sympathique et qu'il allait aider leur fils, d'autant plus que Michael était assez confiant, donc ils ne se sont doutés de rien. 2 mois plus tard, Selenski est revenu chez les parents de Michael pour leur dire « Je sais où est parti votre fils, effectivement, il a été se cacher et il a besoin d'argent. Il m'a dit qu'il vous a donné de l'argent en cash et il aimerait en récupérer une partie pour pouvoir subvenir à ses besoins le temps que l'affaire se tasse. » Selenski demande 30 000 $. Les parents de Michael lui disent, et c'était certainement leur erreur, « Il nous a donné 100 000 $ en cash, donc on vous donne 30 000 et revenez nous voir quand il a besoin de plus. » Qu'est-ce que Selenski fait? Il retourne les voir une deuxième fois pour récupérer 40 000 $ en plus, puis une troisième fois pour récupérer les 30 000 $ restants. Et lorsqu'il revient, les parents de Michael commencent à trouver ça un peu bizarre puisqu'ils n'ont pas de nouvelles de leur fils. Ils commencent à se dire que ce Selenski leur ment peut-être. Alors le père de Michael lui fournit une liste de questions dont seul Michael a les réponses pour être sûr que Michael est encore en vie. Selenski, il retourne les voir sans cette liste de questions, mais avec une arme. Il les menace. C'est ainsi qu'il récupère le reste de l'argent. Alors là, vous allez vous dire, mais pourquoi les parents de Michael n'ont-ils pas prévenu la police? Tout simplement puisque ils n'étaient pas sûrs que Michael soit encore en vie. Et si c'était le cas, Michael était poursuivi en justice. Il allait être condamné pour son trafic. Donc ils étaient piégés. Après que Weekly ait dit tout ça à la police, ils font une perquisition au domicile de Selenski le 5 juin 2003. Selenski habite au 479 Mount Olive Road à Wyoming. Sa maison est fouillée de fond en comble. Il ne trouve rien. Weekly leur dit « Vous ne cherchez pas au bon endroit, allez dans le jardin. C'est ici qu'il faut chercher. » Il leur donne l'endroit exact. À cet endroit, ils découvrent des corps. Les personnes en question sont mortes d'asphyxie, notamment grâce à un collier de serrage. Ce n'est pas tout, puisque les policiers mettent aussi la main sur une multitude d'os. Os qui n'appartiennent pas aux 2 corps qu'ils découvrent dans un premier temps. Ils estiment que ces ossements pourraient provenir d'une dizaine de personnes différentes. Weekly a avoué aux policiers que lui aussi, il s'était rendu chez Michael, qu'il avait vu aussi Tammy, mais que Tammy était plus une victime collatérale. Lorsqu'ils étaient arrivés chez le couple, les deux avaient été ligotés. Tammy avait été emmenée dans la chambre. Le temps que Michael soit battu et torturé avec un rouleau à pâtisserie et aussi avec un collier de serrage. Selenski voulait savoir où se situait l'argent qu'il avait récupéré grâce à son trafic de médicaments. Michael lui avait dit que l'argent était chez ses parents. Michael et Tammy ne leur servaient plus à rien, alors Selenski a décidé de les tuer. Après la découverte des corps chez lui et la déclaration de Weekly, Selenski est arrêté en octobre 2003 pour les 2 meurtres. Quelques jours après seulement, le 10 octobre, vers 22 h, il s'évade de la prison du comté de Lucerne. Il s'évade avec un complice à lui. Ils utilisent dans un premier temps un balai pour écarter les barreaux, puis des draps qu'ils avaient noués entre eux pour faire une corde et s'extirper de la prison. Le complice avec qui il est parti a eu moins de chance que lui puisqu'il a fait une grave chute et il a fini paraplégique. Selenski, lui de son côté, il est en fuite. Tout le monde se mobilise. Une chasse à l'homme géante commence. Des chiens sont réquisitionnés pour aller renifler sa trace dans les champs, les villes. Des bateaux sont utilisés pour aller sonder les rivières. Les polices locales et fédérales sont sur le coup. Personne ne le retrouve. Pendant sa fuite, il rejoint la maison de sa tante à 13 km de là. Il s'y cache un jour, puis il se rend sur le lieu de son crime. Et 3 jours après, il retourne voir la police pour se rendre de nouveau. Il ne sera pas condamné pour l'évasion car on estime qu'il a déjà des condamnations beaucoup plus importantes en cours et que le condamné pour l'évasion ne servira pas à grand chose. Dans son jardin, il y a 2 autres corps qui ont été retrouvés. Ces 2 autres corps appartiennent à des membres d'un gang, Frank Rudy James, âgé de 29 ans, et Adair Redman Keller, âgé de 22 ans. Selenski a été jugé pour les 2 doubles meurtres pendant les 20 années qui ont suivi. Oui, vous avez bien entendu, les 2 procès qui ont eu lieu ont duré 20 ans.
Il a d'abord été jugé pendant un premier procès pour les meurtres des 2 hommes qui ont été retrouvés. Pendant des interrogatoires et son procès, qui a eu lieu 3 ans après la découverte des corps, son ancien ami Patrick Russen a témoigné contre lui en disant qu'il l'avait vu abattre les 2 hommes avec un fusil de calibre 12. Selon lui, le mobile était la drogue et l'argent. Son procès de mars 2006 se conclut par un non-lieu car il n'y a pas de preuves matérielles. Cependant, il est reconnu coupable de l'incinération des corps, mais c'est tout. En 2015, son second procès s'ouvre. Cette fois-ci, on s'intéresse au meurtre de Michael et Tammy. Si le procès a autant tardé, c'est tout simplement puisqu'il a été interrompu de nombreuses fois à cause de plusieurs facteurs. Déjà, des appels qui ont été engendrés par Zelensky pour manque de preuves de nombreuses fois, et aussi une volonté de ce dernier de virer carrément son avocat pour se représenter lui-même. Weekly, lui, a déjà été condamné pour avoir aidé Zelensky à tuer le couple. Il risquait la peine de mort. Au final, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, pendant le procès de Zelensky, c'est le témoin principal car il se dit qu'en témoignant, il réussira à réduire sa peine. Grâce à son témoignage, il pourra être libéré sur parole. Weekly commence par confirmer le motif de l'argent et aussi le fait que Tammy était une victime collatérale. Il explique que lorsque les choses se sont envenimées, il voulait partir car il ne voulait pas tuer ce couple. Pendant, Zelensky l'a rassuré en lui disant « Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Il était désolé pour Michael qui avait été totalement dupé, qui avait une confiance aveugle en Zelensky, alors que ce dernier n'avait en aucun cas décidé de l'aider, il voulait seulement lui voler son argent. Le 27 mars 2015, Hugo Zelensky est condamné à 2 peines de prison à perpétuité consécutive, assorties d'une peine de 56 à 120 années de prison. Bien évidemment, il fait appel et son appel est rejeté en 2023. 20 ans après son arrestation, il continue de clamer son innocence en disant « Je ne suis pas un monstre ». Concernant la question des corps, les policiers lui demandent pourquoi il avait ces corps dans son jardin et surtout il y en avait 12 différents, dont 4 seulement ont été identifiés. Les autres n'ont pas pu l'être car ils étaient complètement carbonisés. Il répond aux policiers qu'il aimerait tout autant qu'eux pouvoir répondre à cette question. Il ne sait pas pourquoi ni comment ces corps se sont retrouvés dans son jardin. Ce qui est horrible, c'est que parmi les victimes, il y a des familles qui ignorent que la victime en question avait rencontré Zelensky et elle est morte à cause de ça. Zelensky a cependant avoué être coupable de la disparition d'une jeune femme, une certaine Cindy Song. En réalité, ce n'est pas vraiment lui, c'est plus Michael. Un jour, il était en voiture avec Michael et ils ont vu une femme sur le bord de la route. Ils ont pensé que cette femme était une prostituée, donc ils se sont arrêtés pour lui parler et pour l'emmener avec eux. Cette femme était déguisée en lapin, elle avait des petites oreilles de lapin et Michael aurait gardé ses oreilles chez lui. Ensuite, les 2 hommes auraient abusé d'elle, ils l'auraient enfermée dans une pièce sans fenêtre, une sorte un peu de coffre-fort géant et elle serait morte d'asphyxie. Son corps serait enterré quelque part dans le comté de Lucerne, mais on ne sait pas où. Pour vous expliquer plus en détail l'histoire de cette Cindy Song est une Coréenne qui a emménagé aux États-Unis en 1995. Elle vivait avec son oncle et sa tante en Virginie. Elle a été au lycée, puis à l'Université d'État de Pennsylvanie afin de suivre des classes sur les arts intégrés. À Halloween 2001, elle est sortie avec des amis dans un bar qui s'appelle The Players Night Club. C'est situé à State College et State College, c'est la ville où elle était logée pour ses études. Donc, elle connaissait très bien cette ville, elle sortait souvent avec ses amis. Et avec ses amis, vers 2h du matin, il décide de rentrer chez l'un des amis en question pour poursuivre la soirée en faisant des jeux vidéo. Vers 4h du matin, quelqu'un la dépose chez elle et lui dit « Bonne nuit, à demain ». Elle n'a jamais été revue. C'est le lendemain, le 1er novembre, que sa colocataire rentre de voyage. Et lorsqu'elle rentre, Cindy n'est pas là. Elle trouve ça un peu étrange, mais au début, elle ne s'inquiète pas plus. Elle se dit que peut-être elle est restée chez des amis. Sauf qu'après quelques jours sans nouvelles de sa part, elle alerte la police. D'autant plus qu'on sait qu'elle est rentrée chez elle après Halloween pour 2 raisons. Quelqu'un l'a déposée chez elle et son sac à dos est sur le comptoir et il y a aussi ses fossiles. Les seules choses qui manquent d'elle, c'est son sac à main et ses clés de maison. Ce qui permet de confirmer qu'elle est rentrée chez elle, qu'elle a déposé ses affaires et qu'elle est repartie
avant que sa colocataire rentre de voyage. Sa colocataire pense dans un premier temps qu'elle est sortie au magasin qui est situé pas très loin de l'appartement pour acheter quelque chose à grignoter. C'était un magasin qui était ouvert 24 heures sur 24. Elle rentrait de soirée, ça faisait sens. Le problème, c'est que les policiers ne peuvent pas vérifier les images des caméras de surveillance puisqu'elles ne sont gardées que 24 heures. La seule chose qu'ils peuvent vérifier, c'est son téléphone, les messages qu'elle échangeait, les emails, ce genre de choses. Mais là encore, il n'y a rien d'anormal. Ils savent qu'elle avait commandé un nouvel ordi qui allait arriver bientôt, donc la piste de « elle a disparu, elle est partie, elle a fugué » n'est pas vraiment considérée. Elle est recherchée dans les bois, aux alentours. Rien. Elle a disparu. Comme ça. Il y a tout de même un témoin qui dira aux policiers qu'il l'a vue à plus de 320 km de là. Un portrait robot a été fait par la police. C'est assez étrange parce que c'était trop loin de chez elle. Elle n'aurait pas eu le temps de faire tous ces kilomètres en si peu de temps. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et ça va être confirmé car lorsque Zelensky parle de Cindy Song et de son implication dans sa disparition, les policiers retrouvent le témoin qui avait dit l'avoir vue, il l'interroge de nouveau et le témoin dit « Non mais en fait, je pense que j'ai dû la confondre avec quelqu'un d'autre, je suis vraiment plus sûre de moi ». Le problème de cette disparition, de cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune preuve concrète contre Zelensky, si ce n'est sa déclaration disant que certes, il était impliqué dans sa disparition, mais rien de plus. Il n'y aura pas d'accusation supplémentaire contre lui dans la disparition de Cindy Song. Et ça, c'est une victime dont il a bien voulu parler. Qui sait ? Peut-être que parmi les 12 personnes dont les ossements ont été identifiés dans son jardin, Cindy y était. Et peut-être que pour chacune des autres personnes, Zelensky a une histoire à raconter. Juste, il n'a pas envie de le dire et il n'est peut-être pas prêt à le révéler. C'est en ça que cette histoire est assez perturbante et terrifiante. Les policiers savent qu'ils ont affaire à un tueur en série, puisqu'il a déjà 4 victimes qui ont été confirmées, potentiellement un peu plus. Mais c'est terrifiant parce qu'ils ne sont pas capables de dire qui sont les autres victimes. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Du cambrioleur qui en réalité s'est avéré être un véritable tueur. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette affaire. Et bien évidemment, je vous mettrai des petits updates en description si jamais on en a sur cet homme et sur peut-être qu'un jour il fera d'autres déclarations. Peut-être qu'il sera disposé à parler, peut-être qu'il en aura envie aussi. Pour l'instant, il ne dit rien. Ce qui est rassurant tout de même, c'est qu'il est encore derrière les barreaux. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.